Et bienvenue à tous à ce deuxième webinaire donc, sur le thème de parole d'étudiants pépites, sur le thème de la santé et de l'inclusion. Donc moi je m'appelle Adrien Tussaud, je suis chargé de mission Pépite à Sorbonne Université. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le réseau Pépite France, on a un réseau de 32 pépites, donc de pôles pour l'entrepreneuriat étudiant, l'innovation et le transfert de technologies. Et notre mission, qui a été créée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en 2014, est d'accompagner les étudiants donc de la licence 1 en doctorat qui ont des projets de création d'entreprise. Ça peut être également, on entend l'entrepreneuriat au sens large, ça peut être également des créations d'associations, des créations de projets en lien avec tout ce qui, enfin tous les sujets, donc la santé, les sciences, les lettres, les arts. Donc voilà, donc c'est un réseau qui a pour but en fait de faire connaître l'esprit d'entreprendre et les dispositifs d'accompagnement qui vous sont accessibles voilà, pour vous aider à lancer vos projets. Et donc, c'est ces dispositifs qu'ont suivi Clara, Mathias et Andrés qui vont vous parler ce soir. Et aujourd'hui, on a choisi justement de faire ce point sur la santé et l'inclusion qui nous paraissait être un thème important et majeur. Et donc, voilà, je vous remercie tous les trois d'accepter de parler à la fois de votre expérience, puis surtout de vos projets. L'idée, c'est qu'à travers vos témoignages, on puisse donner un aperçu de comment on peut mener un projet sur ces questions importantes et majeures. Alors, hop, je vais partager d'abord mon petit écran, on se fait une petite introduction avant de donner la parole à nos intervenants. Hop, est-ce que vous voyez bien mon écran? Hop, oui, super. Alors, hop, alors attendez. Pourquoi d'un coup Voilà. Alors, thème de santé. Alors, juste pour vous faire une petite introduction, il y a quelques enjeux spécifiques par rapport dans l'entrepreneuriat, dans la santé et l'inclusion, par rapport aux autres formes d'entrepreneuriat, quels que soient les sujets. Le premier sujet, les premiers enjeux, ça va être un secteur qui va être, c'est normal, on touche à des questions de santé, avec une grande régulation. Donc, on va pour garantir en fait tout ce qui va être la sécurité et l'efficacité des solutions proposées, puisqu'on touche à des questions du corps, de la santé. Donc, il faut pouvoir, on va dire, valider tout ce qui se fait avant de le mettre sur le marché. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui, on va dire, va impacter le développement de n'importe quel projet. Ensuite, il y a une question, on est quand même sur un thème aujourd'hui ce soir qui a un impact social fort. On est sur l'enjeu d'améliorer l'accès aux soins, de développer, de répondre aux besoins de la population, de réduire les inégalités en matière de santé pour en gros avoir une société, on va dire, en meilleure santé, mais aussi la plus inclusive possible. Et on va avoir et c'est normal, justement, on est sur des questions qui nécessitent des fois beaucoup d'innovation, de temps, de recherche. On vous en parlera à travers les témoignages. Mais donc, souvent, c'est des projets qui vont normalement, et c'est normal, prendre plus de temps et nécessitent des fois plus de moyens pour se développer à terme, pour se lancer. Et surtout, une thématique particulière, c'est qu'il y a un besoin d'expertise. Des fois, dans d'autres projets, les porteurs de projets peuvent se dire, moi, ce sujet m'intéresse et je vais devenir expert. Ou alors je vais le lancer et je vais m'entourer d'experts. Ce qu'on observe aussi dans ce type-là de la santé, c'est qu'il y a quand même un besoin d'expertise de base donc, qui est posé. Et donc, souvent, c'est que le porteur de projet est lui-même déjà expert ou spécialiste du domaine ou va très vite s'entourer de personnes mais avec des compétences très avancées et pointues. Donc ça, c'est des spécificités qu'on retrouve sur cette entrepreneuriat. Et on va avoir une approche, alors j'ai mis centré sur l'utilisateur, plutôt centré sur le patient, on pourrait dire, mais une approche qui va être vraiment centrée sur comment comprendre et comment adresser le besoin qui est ressenti par les populations et avec un enjeu de sensibilisation, c'est-à-dire de pouvoir expliquer, parce que voilà, des fois il y a des préjugés, des fois il y a des représentations plutôt que des clichés, ou alors des fois on dit oui, on voit que c'est important, mais comment, pourquoi, comment on va pouvoir y arriver. Donc il y a beaucoup de pédagogie qui est à faire. Et pour ce faire, justement, il y a des spécificités, il y a des filières spécialisées qui ont été mises en place pour aider les projets de santé à se lancer avec bien sûr, pour répondre aussi aux défis qui est lié à l'accessibilité. Ça demande des fois plus de moyens, d'ingéniosité surtout, et de penser un peu en dehors du cadre. Voilà. Et pour vous donner, finir un peu l'introduction, quelques chiffres clés, c'est pour un peu dresser le panorama pour vous, du secteur, plutôt de ce qui existe aujourd'hui. En France, aujourd'hui, on compte à peu près un peu moins de 3000 établissements de santé. Donc c'est énorme donc, en termes de diffusion. Vous avez l'INSERM, qui est le principal organisme public dédié à la recherche biomédicale en France, qui emploie plus de 15 000 personnes. Donc des chercheurs, des techniciens qui vont faire croître la recherche et développer des nouvelles solutions qui pourront être utilisées par des personnes pour monter des projets.
Vous avez un réseau de 30 centres hospitalo-universitaires, donc qui est répartis sur l'ensemble du territoire, bah, qui vont être à la fois des lieux de pratique, de mise en place et de recherche. Et vous avez surtout 6 pôles de compétitivité régionaux qui ont été lancés pour pouvoir soutenir le secteur de la santé dans ces innovations. Voilà. Et l'industrie de la santé aujourd'hui en France, c'est une industrie on va dire, on voit qu'elle est assez nombreuse. Il y a plus de 260 laboratoires pharmaceutiques, 1400, 1343 fabricants de dispositifs médicaux, 100 entreprises spécialisées dans le diagnostic. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que beaucoup de ces entreprises, notamment dans les deux catégories que j'ai citées, sont des PME. Donc, ce sont des petites et des moyennes entreprises. Donc, ce n'est pas forcément des grandes entreprises. Donc, vous allez avoir pas mal de petites entreprises innovantes qui vont après. Ce n'est pas non plus que des gros acteurs. On a tendance à voir que les gros acteurs souvent du secteur. Mais il y a beaucoup d'entreprises très spécialisées qui, justement, vont développer des moyens, des solutions pour répondre à des problèmes qu'elles ont identifiés. Et aujourd'hui, on estime que, alors dans le secteur, voilà, il y a à peu près au moins plus de 2600 entreprises qui se sont lancées, qui emploient plus de 60 000 personnes sur les questions de biologie, sur les questions de biotechnologie, de technologie médicale. Alors, la santé numérique est inclue dans le calcul, c'était une enquête du syndicat du secteur, mais à peu près, voilà à peu près un panorama pour vous montrer dans quoi aujourd'hui, on va dire, les personnes qui vont témoigner ce soir, donc Clara, Mathias et Andrés, évoluent en tout cas, donc ils font partie de ce secteur-là. Donc, sans plus attendre, je vais leur donner la parole parce que vous êtes là pour les entendre. Donc, à tour de rôle, en fonction de qui souhaite commencer, Clara, Mathias, Andrés, je vous laisse voir qui souhaite prendre la parole, mais déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter, quel est votre projet et surtout à quoi vous avez décidé de vous attaquer comme problème et surtout quel était le déclic qui vous a décidé de lancer dans l'aventure, de vous lancer dans cette aventure entrepreneuriale? Qui souhaite prendre la parole? Honneur aux garçons. Ah, Bon, bah, je commence alors. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Mathias Brunet-Manca. Moi, je suis porteur du projet Omnisang qui a pour but de créer du sang universel en laboratoire destiné à la transfusion. Donc, moi, je suis vraiment un biologiste. Là, je suis en train de finir ma thèse cette année. Et donc, par la suite, à partir de septembre, là, je serai à 100% sur ce projet-là. Voilà. Je veux bien prendre la suite, du coup, Andrés. Quand tu veux, du coup. Vas-y, Ah, vas-y. c'est à moi? Ok. Du coup, bonsoir tout le monde. Je suis Andrés Arteaga. J'ai 27 ans et je viens de Bolivie. J'ai fait d'abord mes études aux États-Unis pour mon bachelor en sciences, pour arriver ensuite à Lille pour mon master en ingénierie biomédicale. Et du coup, je porte le projet Protomia qui consiste à développer une plateforme numérique pour les spécialistes de santé pour optimiser la reconstruction du corps, pour justement la conception de prothèses et orthèses sur mesure, ainsi que la simulation chirurgicale. Et du coup, ça fait justement 2 ans que je suis à temps plein pour le projet, lorsqu'on prend compte que j'ai commencé depuis la fin de mes études. Et du coup, maintenant, on vient de rentrer à l'INRIA Startup Studio, que peut-être on pourra en parler plus tard aussi. Et du coup, c'est mon tour. Donc, je m'appelle Clara Gage. Je porte le projet HugoMed qui vise à optimiser l'accès aux soins d'urgence pour les patients en situation d'urgence non vitale. Donc, concrètement, c'est éviter des passages aux urgences inutiles et l'attente de 4, 5 à 6, 7, même 8 heures d'attente aux urgences et de pouvoir aider les patients à s'orienter au bon endroit et au bon moment. Donc ça, c'est mon projet. Et au niveau de mon parcours, j'ai un profil scientifique de microbiologiste et avec une autre casquette d'école de commerce et en entrepreneuriat et innovation. Et du coup, voilà, j'ai allié les deux pour monter le projet. J'ai eu l'idée il y a 3 ans et du coup, je suis à temps plein dessus depuis fin 2023. Et vous verrez dans les difficultés, il y a eu des temps pleins, plus trop temps plein. Mais là, du coup, je suis de nouveau à temps plein sur le projet. Voilà. hop. Merci beaucoup. Est-ce que, pour lancer un peu les choses, vous pouvez revenir sur le déclic qui vous a dit, bah mince, c'est bon, là, vous avez présenté votre parcours, comment je vais lancer ce parcours, comment je vais lancer cette aventure-là? Qu'est-ce qui vous a dit à un moment donné, allez, moi, je me lance, ce sujet-là m'intéresse, et qu'est-ce qui a fait et comment ça s'est passé pour vous? Mhm. Oui, peut-être moi Bah, je je peux peux. commencer, par exemple? Ah, vas-y, Andrés, je t'en prie. Ok, merci. Du coup, pour moi, c'était une combinaison d'un choix personnel, aussi l'opportunité qui s'était donnée par rapport à l'intégration de l'équipe dans laquelle on est un enseignant-chercheur et un chirurgien maxillofacial du CHE de Lille.
Et du coup, c'était justement un moment de dire, soit je prends le risque maintenant, soit je prends l'autre chemin de commencer un travail traditionnel, disons, pour entreprendre plus tard, pour gagner de l'expérience. Mais en tout cas, je me suis dit, qu'est-ce que ça ferait si j'aurais 80 ans, je regarderai en arrière de ma vie et je vais être vraiment fier que j'ai pris tout le risque et prendre justement, profiter de toutes les opportunités que j'ai eu quand j'avais bon, 20 ans, autour de 20 ans, 25 ans. Et c'était ça justement la question que je me suis posée, de me dire, je me lance maintenant. Et c'était justement de prendre l'opportunité du moment, justement, que le projet aussi, il avait beaucoup de potentiel, mais aussi le choix personnel de se lancer sans avoir peur, justement. Mhm. Ouais, c'est ça. Bah, moi, je rejoindrais Andrés là-dessus. C'est vrai que c'est une combinaison un peu de choix personnel et puis bien sûr d'opportunités professionnelles, mais je pense il faut jamais se fermer la porte, on va dire. Et là, c'est vrai que bah, nous, on est arrivé face à des résultats qui étaient très prometteurs. On s'est dit, bah allez, il faut aller au-delà. Là, il y a un brevet, là, il y a l'opportunité d'en faire quelque chose de porteur, et donc c'est pour ça qu'on a décidé de se lancer dans ce projet-là. Nous, c'est vraiment une question d'opportunité qui est arrivée au bon moment, au bon endroit, puisque on est un laboratoire euh, qui est basé sur de la recherche, ce qu'on appelle translationnelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas de la recherche fondamentale, nous, on a vraiment pour but d'arriver, d'amener des thérapies. On a un labo qui est financé par l'Établissement français du sang, donc forcément très appliqué, quoi. De mon côté, c'est légèrement différent. Il faut remonter il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans, mais en gros, je voulais être orthodontiste à l'époque. Et du coup, j'ai fait mes 2 premières années de médecine que j'ai malheureusement pas, du coup, j'ai pas pu obtenir dentaire. Et du coup, je me suis un peu retrouvée par défaut en licence de bio, comme beaucoup. Et enfin, comme beaucoup de personnes qui n'ont pas réussi le concours. Et donc, du coup, là, c'était OK, bah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Sachant que pour moi, j'avais jamais réfléchi à un autre plan que d'aller en dentaire. Et donc, j'ai poursuivi le parcours. Et en fait, au sein de ces études de biologie, je me suis intéressée plus particulièrement à la microbiologie. Parce que ce que j'aimais dans la microbiologie, c'était tout le côté innovant qu'on pouvait, à l'époque, on ne connaissait pas encore. On connaissait le microbiote digestif, mais on connaissait pas exactement comment ça fonctionnait, ni le microbiote de la peau, etc. Du coup, j'ai commencé plutôt là à m'intéresser à l'innovation. Et je savais qu'après mon master en sciences, je voulais faire une école de commerce pour avoir un double parcours, parce que c'était un profil intéressant. Je me vouais à travailler en industrie pharma. Et du coup, c'était des profils pas mal. Et donc, du coup, j'ai eu la chance à la fin de mon master de microbio de faire un stage dans une grosse industrie pharma. Et là, j'avais un poste qui n'avait rien à voir avec la microbiologie, mais qui était plutôt côté stratégie, de devoir faire des études de marché, savoir si l'entreprise pouvait ou non développer un nouveau produit sur un nouveau marché. C'était ma toute première expérience professionnelle, mon tout premier stage. Et je me suis dit, ouais, c'est génial, c'est vraiment ce que je veux faire, aller dans le côté stratégique et pas opérationnel et pas. Désolée Mathias, c'est pas du tout, mais moi, j'étais pas faite pour faire de la recherche en laboratoire. Enfin, c'est pas quelque chose en tout cas qui me correspondait. Et en fait, j'ai rejoint du coup le M Lyon et au sein de mon master en entrepreneuriat, euh, on nous rabâchait un petit peu la chose qu'il fallait identifier un problème, enfin trouver un problème, identifier un besoin et après parler d'une solution. Et du coup, moi, c'était vraiment dans une optique d'intraprendre dans une grosse entreprise. Et en fait, au fur et à mesure, bah, j'ai identifié un problème. Il s'avère que du coup, mon copain est médecin et du coup travaillait aux urgences. Et en fait, j'avais le retour des problématiques qu'il pouvait avoir quand il faisait des gardes de 24 heures. Et je me suis dit, ah ouais, ok, donc là, il y a peut-être un problème. Et en même temps, je suis quelqu'un de hyper impatiente. Et du coup, pour moi, aller attendre 5 heures aux urgences, c'est pas possible. Et du coup, je me suis dit, ok, bah, on va essayer d'identifier tous les besoins qu'il y a sur les urgences. Et en fait, vraiment, le déclic, c'est vouloir avoir un impact positif sur une problématique hyper compliquée, le challenge que ça peut apporter, en fait. Et là où je rejoins Andrés, c'est se dire, ok, bah, j'ai réussi à faire quelque chose qui était très, comment dire, très, très compliqué avant la solution. Ok, merci. N'hésitez pas à poser vos questions hein, dans le chat hein, aussi. J'en profite maintenant. Ah, on entend les ambulances justement sur. C'est moi. Euh, on sait où t'es maintenant, à l'hôpital.
Mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions dans le module, on prendra un temps, hein, on va vous donner à un moment donné la parole aussi pour répondre à vos questions. Voilà, donc n'hésitez pas à les remplir au fur et à mesure, ça nous aidera à les prendre après dans l'ordre. Et justement, après, comment on vous a dit, OK, on s'est parti, on se lance. Est-ce que le fait de se faire accompagner est venu tout de suite ou vous vous êtes d'abord lancé? Voilà, comment ces premiers pas dans l'entrepreneuriat ou dans le cas le début du projet, parce que est-ce qu'on parlait d'entrepreneuriat tout de suite? Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez un peu vécu? Moi, de mon côté, je voulais me lancer tout de suite après l'école parce que le projet était déjà identifié pendant l'année. Donc, j'ai tout de suite travaillé dessus. Mais j'avais envie de continuer à gagner en compétences sur le sujet. Du coup, j'ai fait un stage dans une autre entreprise qui est aussi en santé numérique, mais qui n'était pas du tout une concurrente, euh, qui travaillait vraiment sur une autre thématique. Et du coup, faire les deux en parallèle pour continuer à gagner en compétences et développer le projet. Et aussi en parallèle, être accompagné par. J'avais eu la chance d'être pré-accompagnée par l'incubateur de l'EM Lyon et pour finaliser mon diplôme. Et après, du coup, j'ai rejoint. Donc, moi, je suis au centre d'entrepreneuriat de Lyon-Saint-Étienne, qui est une pépite de Lyon. Et du coup, j'ai tout de suite rejoint avec. Par le biais de l'EM Lyon, en fait, pour avoir le statut national d'étudiant entrepreneur, pour pouvoir faire mon stage dans ma propre entreprise. Donc, en fait, c'était par ce biais-là que j'ai connu au début le sales. Et après, de fil en aiguille, du coup, j'ai décidé de poursuivre avec l'incubation et être accompagnée. Oui, pour mon cas aussi, c'est très similaire à Clara, dans laquelle je me dédie à 100% sur le projet juste après mes études. Et du coup, c'était très stratégique d'un point de vue temps, délai, aussi financement, parce que pour tout projet entrepreneurial, vous devez prendre en compte si vous êtes dédié à 100% au projet, comment vous allez faire pour vivre, quelles sources de financement pour développer la boîte ou entreprise. Et du coup, j'ai aussi profité de ce temps pour justement demander le statut national d'entrepreneur, demander plus de financement par rapport à concours, financement, incubation, bon, bref, toutes les opportunités et concours possibles. Et justement, pendant ce temps, j'ai réussi à faire le dossier pour entrer à l'incubation avec Aura Santé, aussi pour tout ce qui est l'INRIA Startup Studio, je l'avais mentionné, je vous conseille de le regarder plus en détail, et dans laquelle on vient de commencer justement maintenant. Et du coup, ouais, c'était justement prendre la décision après le master, la finalisation des études, et en fait de bien prévoir tout ce qui est le temps de délai juste avant de se lancer, quoi. Parce que après, si vous vous lancez, mais vous n'avez pas prévu tout ce qui va ou pourrait arriver d'ici un an ou un an et demi, ça va être beaucoup plus difficile. Mais du coup, c'était ouais, très similaire aussi. Alors, bah, moi, c'est un peu pareil. Du coup, j'ai suivi cet accompagnement par Pépite pendant que j'étais en doctorat, j'y suis encore, hein. Et donc, le but, c'est vraiment d'être accompagné comme ça au fur et à mesure et de pouvoir bloquer au moment où on va se lancer vraiment à 100% dans l'aventure entrepreneuriale. Je pense une fois qu'on a déjà eu cette formation. Donc, à faire plutôt en amont de la création. Et alors on va commencer par un peu le Juicy, hein, vous en avez un peu parlé. Ça a été quoi les difficultés, là, les cailloux un peu dans la chaussure que vous avez rencontrés au fur et à mesure que vous avancez? Comment vous avez un peu dépassé ça? On a parlé un peu des spécificités de la santé, justement. Si on rentre un peu dans le détail, qu'est-ce que vous, par rapport à d'autres, vous avez rencontré? Qu'est-ce qui a fait ça et comment vous avez réussi à aller de l'avant et qu'est-ce que vous en retirez un peu de cette difficulté-là? En fait, quand on essaie de de créer une technologie qui est basée sur nous c'est notre cas en fait, sur de la thérapie cellulaire, c'est quelque chose d'assez innovant, pour lesquels il y a des fois même une législation qui est un peu en retard. Mais là, on sait qu'on a une classification de l'European Medicine Agency qui est un peu à la traîne, on va dire. Donc tout ça pour dire qu'en fait, il n'y a pas encore les structures qui sont vraiment dédiées à l'accompagnement de la mise sur le marché de ce genre de thérapie. Donc c'est pour ça qu'il faut faire aussi avec les formations qui ne seront pas parfaitement adaptées, parfaitement ciselées pour ce qu'on veut, mais on en retire quand même des connaissances théoriques qui sont hyper importantes. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à garder un peu ce qui nous intéresse aussi, je pense. Il faut arriver un peu à faire du cherry picking, comme on dit, et voilà, essayer d'avancer comme ça. Après, pour mon cas, je ne vais pas vous mentir, comme c'était pas compliqué, mais il fallait très bien se renseigner par rapport à tout ce qui est le renouvellement de titre de séjour, parce que je suis pas étudiant et tout ça.
Du coup, c'est très compliqué. Par exemple, si vous pensez si vous trouvez un poste de travail, etc., c'est déjà compliqué comme ça. Et en plus, si vous vous lancez à l'entrepreneuriat, c'est encore plus difficile. Et la façon dans laquelle j'ai pu me préparer, tout ça, c'est me renseigner par rapport à d'autres entrepreneurs qui étaient étrangers, même de jeunes diplômés aussi qui se sont lancés, etc., pour voir tout ce qui est de l'aide de temps, pour tout ce qui est dossier d'incubation, dossier de financement, pour avoir de lettres officielles d'un établissement ou d'un incubateur, parce que vous allez avoir besoin de tous ces documents pour le renouvellement de titre de séjour. Et du coup, ça a pris énormément du temps, il faut bien se préparer. Et après, par rapport à tout ce qui est le projet, moi, je dirais aussi qu'il était toute la préparation des dossiers pour des concours, financement, etc. C'est un exercice qui, au début, comme moi, je me souviens, il y a un an et demi, quand je commençais, c'était un peu difficile parce que ce sont des dossiers longs, ça dépend de la candidature, mais ça peut être 30 pages, 40 pages, 10 pages, 5 pages. Et chaque concours ou chaque besoin est spécifique selon à laquelle tu demandes tu fais le dossier. Et en fait, au début, c'est un peu difficile parce qu'on ne comprend pas ce que le jury veut, on ne comprend pas exactement ce qu'il cherche par rapport à l'évaluation du dossier. Mais au fur et à mesure, vous développez plus ce muscle, disons, de remplir des pages, bien expliquer le projet, faire des slides, des decks, justement, appliqués et spécifiques à chaque besoin. Parfois, ils demandent 2 minutes, 5 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Et justement, une fois que vous développez tout ça au fur et à mesure, c'est plus facile parce que vous pouvez déjà recycler vos dossiers, recycler vos pitch decks justement pour les ajuster selon les besoins. Et un an après, c'est 10 fois plus facile que moi je me rencontrais au début justement. Et après, moi je dirais que ce sont les grandes deux majeures difficultés, au moins au début, que j'ai trouvées. De mon côté, une difficulté qui est propre au projet, c'est déjà entreprendre dans la santé, c'est assez compliqué. C'est un secteur voilà, qui, comme vous le mentionnez en introduction, où il y a de la réglementation. Moi, dans mon cas, j'ai affaire à du public, du privé et aussi à des politiques. Donc, du coup, c'est vrai que c'est assez complexe parce que ça prend longtemps. Des fois, voilà, ça passe par plusieurs validateurs. Donc, c'est ce côté-là un peu de difficulté. Mais sinon, là, je voulais partager une difficulté que j'avais eue au tout départ quand j'avais idéalisé mon projet, que j'avais fait toute l'idéation, où je me suis confrontée à un acteur du marché qui faisait exactement tout ce dont j'avais imaginé. Et là, je me suis dit, aïe, du coup, qu'est-ce que je fais? C'était vraiment 100% collé, même toutes les perspectives d'évolution du projet, tout était pareil. Et en fait, sur le coup, ça a été vraiment le petit caillou dans la chaussure. Et en fait, avec le recul, c'est super chouette d'avoir un concurrent comme ça, parce que ça permet déjà de savoir qu'il y a un marché, de savoir que on peut, enfin, qu'est-ce qui marche pas, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent et pas faire les mêmes, enfin pas en tout cas les détourner dès le départ, et aussi pouvoir proposer une version encore mieux que ce qui existe. Et donc ça, je dirais que au final, c'était chouette cet obstacle. Et après aussi, ce qui est propre au projet, c'est trouver son modèle économique. Parce que quand on est en santé, moi, je voulais absolument pas vendre aux établissements de santé publics mon projet, parce que j'avais eu des expériences avant où d'autres entrepreneurs dans le domaine des urgences qui me disaient que c'était très, très compliqué. Et du coup, voilà, il y a eu toute cette période, en fait, de vraiment pouvoir monter le projet et trouver les solutions pour le rendre rentable et viable. Et comment vous vivez ce côté rentabilité en santé? On est là aussi pour justement améliorer la vie, puis on nous parle à chaque fois, bon, attendez, moi je veux améliorer les choses. Mathias avec la recherche, toi Clara avec une vraie problématique qui est là, puis Andrés aussi. Comment on vit cette dualité en disant, nous on veut monter notre projet, puis à chaque fois on a cette question de rentabilité. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à vivre? Est-ce que vous êtes là, c'est votre métier, c'est votre compétence technique, vous êtes là-dedans. Donc comment vous vivez un peu cette dualité-là? Moi, je pense qu'il faut quand même garder à l'esprit aussi que le terme de rentabilité, de coût, il est aussi un reflet de la faisabilité de nos solutions. Forcément, si on a un traitement qui va faire 1 million pour personne, c'est aussi tout un tas de ressources qu'on ne pourra pas allouer sur d'autres. Donc, je pense qu'il faut garder un ordre de grandeur qui soit raisonnable, qui soit compatible avec ce qui se fait actuellement en termes de traitement.
Après, bien sûr, forcément, quand on fait de la santé, c'est pas forcément le premier des critères qu'on va retenir. Ça va peut-être souvent plutôt être l'amélioration de la qualité de vie des patients, etc. Donc, il y a quand même d'autres critères qui rentrent en compte et heureusement. Je suis totalement d'accord avec ce que Mathias a dit. En fait, je pense que quand on entreprend dans la santé, il y a plus l'objectif, l'impact qu'on va pouvoir avoir ou le problème auquel on veut répondre et en tout cas le résoudre. Bah, on sait qu'on part sur des années, enfin des mois, voire des années de développement, à serrer un peu les dents, mais voilà. Ouais, c'est très bien dit. Justement, Clara avait mentionné tout ce qui est le business plan et tout ça. C'est très important pour n'importe quel projet, pour n'importe quelle start-up. C'est très important aussi de se, de se mettre face à la réalité. Quand je dis face à la réalité, c'est-à-dire de bien se communiquer avec le client final et de bien voir que ce que vous proposez, c'est vraiment un besoin et pas un nice to have. Comme on dit, ça doit être un must have justement de tout ce qu'on est en train de développer et justement lancer pendant le développement. De mon côté aussi, dès le début, c'était aussi un choix stratégique. Aussi, l'opportunité du moment pendant mes études, c'est que dans l'équipe, on a un chirurgien maxillofacial du CHU de Lille. Et c'est justement lui qui pourra tester tout, qui teste déjà justement toutes les solutions numériques pour la reconstruction du corps. Et justement, on a l'avantage d'avoir un client qui développe avec nous pour justement le proposer à d'autres spécialistes dans son même domaine. Et justement, c'est très important d'avoir ce contact dès le premier jour avec le client final parce que si vous développez quelque chose qui est très bien, mais qui personne n'est prêt à le payer ou qui personne n'a besoin justement pour résoudre un problème du quotidien ou un besoin concret, vous allez perdre du temps justement. Et c'est pour ça que, ouais, moi je dirais que d'être en phase de la réalité le plus proche possible, c'était bien pour mon projet aussi. Et justement aussi une notion, on parlait tout à l'heure, comment vous vous êtes entouré, parce que c'est jamais seul une aventure entrepreneuriale, surtout dans votre domaine à vous. Vous travaillez, bah, vous mentionnez plusieurs acteurs, hein, les acteurs publics, acteurs privés, la recherche. Comment vous avez voilà, constitué, trouvé des gens pour vous aider, mais vraiment dans votre projet à la base, au-delà de l'accompagnement après de l'entrepreneuriat, mais constituer votre équipe, comment ça s'est passé et où est-ce que vous en êtes là-dessus? Moi, je crois énormément au réseau. Je trouve que c'est le truc le plus important. En fait, on s'en rend pas compte, mais autour de nous, il y a une personne qui va connaître une autre personne. Je crois qu'on est à, je sais plus, à 5 poignées de main d'une autre personne dans le monde. Et du coup, je trouve que c'est ultra clé. Et moi, je sais que dans le développement de mon projet, bah, du coup, j'ai mon chéri sur la partie médicale, mais un de mes anciens collègues qui est venu m'aider sur la partie développement plutôt technique, une de mes meilleures amies de la fac de bio qui est venue m'aider sur la partie santé publique. Et en fait, voilà, on peut constituer une équipe comme ça de compétences clés pour le projet. Et surtout, il faut du coup en parler pour pouvoir trouver ces personnes-là avec qui on échange et d'en parler le plus possible, enfin parler de son projet au plus grand nombre pour avoir des retours et identifier des personnes qui peuvent potentiellement nous accompagner en plus des structures d'accompagnement. Oui, c'est totalement vrai. Je vais répéter peut-être un peu la même chose, mais le réseau, c'est très important. Les personnes que tu connais vont ouvrir peut-être plus de portes que votre CV ou que vos notes. Et aussi de ne pas avoir peur ou justement de ne pas être timide, demander de l'aide. Justement, par exemple, ce genre de webinaire, vous avez le nom, prénom des personnes qui pourront répondre à vos questions et du coup, ne pas avoir peur de lancer un message en LinkedIn ou un email, quoi que ce soit. Profiter de tous les écosystèmes entrepreneuriaux comme Pépite, tous les incubateurs de chaque région. Et par rapport à former une équipe, moi, je dirais que bon, l'idéal, c'est de trouver des personnes qui sont encore mieux que toi et pas uniquement un pote une personne de votre famille, justement, pour le bien du projet. Même, ça arrive très souvent que la meilleure personne pour le poste ou pour la situation, c'est un proche ou ton époux ou quelque chose de similaire. Mais en tout cas, c'est vraiment d'être un peu froid d'un point de vue objectif et de prendre la bonne décision pour le projet toi-même aussi. Oui, bah, je suis tout à fait d'accord. Plutôt que de répéter ce qui a été dit et avec lequel je suis tout à fait
En accord, je pense qu'on peut rebondir sur une des questions qui a été posée là, c'est comment développer son réseau, sa légitimité et gagner en légitimité. Par exemple, justement, Pépite, je pense que c'est un très bon point de départ parce que ça va nous permettre d'apprendre à mieux parler de notre projet aussi. Parce que, alors moi, je parle que c'est en connaissance de cause aussi, mais c'est vrai que le monde scientifique a beaucoup de difficultés à s'ouvrir au grand public, notamment pour une question de vocabulaire. Et ça, je pense que c'est hyper important d'apprendre à justement plus peut-être vulgariser, voilà, vulgariser au quotidien, essayer de mieux parler de son projet, le faire comprendre plus facilement. Et pour ça, Pépite nous donne des clés, mais aussi va nous donner un auditoire qui sera plus divers et donc qui va peut-être nous sortir un peu de notre environnement habituel professionnel. Et c'est comme ça qu'on construit le réseau, en fait. C'est en sortant de son labo, en sortant de son école, qu'on va rencontrer des nouvelles personnes et qui vont nous permettre de tisser des liens comme ça. Et en fait, quand on est passionné par un sujet, on peut en parler pendant très longtemps et surtout, on va jamais ennuyer les gens en parlant de notre projet. En tout cas, j'en ai l'impression. Je suis totalement d'accord avec toi et je rajouterais aussi, autre que le physique, que ce soit les soirées réseau, etc. Moi, ce qui a énormément marché, c'est LinkedIn, parce que ce qui est génial sur LinkedIn, Hum, on peut identifier la bonne personne, enfin en tout cas la personne qui serait hyper clé. Et je sais que moi, je suis un peu peut-être, j'ai ajouté je sais pas combien de personnes. Et grâce à ça, en fait, ça m'a débloqué plein de rendez-vous, plein de partenariats. Et je trouve que c'est vraiment un outil très utile. Ouais, faut pas hésiter. Ouais, LinkedIn, je suis assez d'accord, c'est vachement bien. Puis ça permet de garder des traces comme ça, des rencontres qu'on a eues, puis des contacts avec les gens. Enfin, je veux dire, ça fait aussi annuaire, quoi. C'est vraiment super. Et pour rebondir peut-être sur une autre question aussi, justement quand vous avez des questions, vous ne savez pas comment les choses fonctionnent au début, l'administratif, le positionnement, vous en avez un peu parlé, un peu LinkedIn, le contact, mais comment vous allez vous chercher vos réponses, après comment vous les posez si vous prolongez un peu, parce que là on a parlé voilà, du lien avec le projet, mais ces détails des fois qui paraissent un peu plus Mm. techniques. Bah, clairement, l'incubation, enfin, d'être proche d'une structure où il y a des personnes qui sont passées par là ou qui connaissent les sujets, pour moi, ça a été clé sur le côté administratif, en tout cas, et même d'un point de vue financement. Je pense que c'est indispensable d'avoir une structure qui nous accompagne sur ces questions. Oui, pour moi aussi, pareil, pour tout ce qui est préparation de business plan, financement, comptabilité. J'ai profité aussi de tous les préparations et cours proposés par Pépite. Aussi, les incubateurs offrent justement un accompagnement et des formations associées à tous les incubateurs. Ça aussi, j'ai pris avantage de toutes les opportunités et cours possibles. Moi, je dirais aussi, dans mon cas, que d'être mentoré le plus tôt possible d'un point de vue de quelqu'un qui soit a fait quelque chose de similaire ou a déjà l'expérience de créer des entreprises ou de tout ce qui était côté financement, tout ce qui est aussi appel à des concours, à financement public, financement privé. Même si vous pensez que, bon, dans mon cas, je sais que si moi je pense que c'est bien dans un premier tour d'avoir fait un business plan, un business model bien détaillé, la comptabilité pour d'ici 5 ans, je sais qu'il y a des fautes c'est parce que c'est ma première fois que je le fais au sérieux pour être spécifique dans mon projet. Et justement, l'idée, c'est de le passer le plus rapidement à un spécialiste qui a déjà vu des business plans pendant 10 ans et va me dire non, il y a ça, c'est pas clair, ou ce salaire est trop élevé, ou ça n'a rien à voir, ou tu peux corriger ça. Et du coup, justement, c'est passer à partir de l'expérience des autres qu'on pourra gagner, nous, justement, et même moi, comme développer le projet. Et justement, peut-être pour rebondir, cette question et une autre question aussi sur, on a parlé de business plan, donc ça, voilà, vous avez bien expliqué le truc. Et après, une fois qu'on a un business plan, comment on va chercher alors Mathias t'en parlait, à parler de son projet, mais à aller chercher ses prospects dans les milieux, comment on va commencer une fois qu'on commence à avoir quelque chose. Est-ce que, voilà, vous pouvez nous parler un peu plus de ça, comment vous avez fait pour après avancer petit à petit une fois qu'on commence à avoir les éléments qui vont bien, quoi. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le parti de candidater à beaucoup de concours, de rencontres, ou même, voilà, essayer de faire connaître le projet par le biais, moi en tout cas, de l'université. Donc je sors de l'université qui nous a beaucoup supporté. Mais je pense que c'est pas le seul moyen. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est arriver à faire connaître notre projet. Parce que quand on arrive avec un projet en santé, il y a toujours une part on est toujours censé un peu convaincre les gens de l'utilité de notre solution. On arrive forcément quand même avec une part d'innovation.
Et ça, je pense que c'est hyper important en tant que porteur principal du projet, d'arriver à en être le visage et donc arriver à créer une relation un peu de confiance et même de pédagogie, en fait, avec le public très large. Et donc pour ça, bah, tous les moyens sont bons. Ça peut être des rencontres comme ce soir, par exemple. C'est vrai que bah, ça va peut-être planter une petite graine et plus tard, peut-être que quelqu'un voilà, aura une vision un peu différente de, par exemple, dans mon cas, la thérapie cellulaire ou j'en sais rien. Mais moi, je pense que c'est ça. Il faut aller chercher. Faut pas trop se focaliser peut-être à faire du travail tout seul dans son coin. Ça, c'est jamais une très bonne chose, je pense. Moi, je rejoins parfaitement ce que disait Andrés là, sur le mentorat. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidé et dont on bénéficie d'ailleurs avec Pépite. Hein, voilà. Mais voilà. Après, dans mon cas aussi, pour tout ce qui est reprise de prospects, on a pris avantage justement d'une étude de marché qui était financée par le FRI début juillet de l'année dernière. Et en tout cas, là, justement, pendant cette étude, ils font des prospecting de potentiels utilisateurs, spécialistes, etc. Et c'est justement toutes ces prises de rencontres de tout ce qui est l'étude de réceptivité, etc. Genre, on a déjà une liste justement des clients potentiels et leur disponibilité d'être contactés ou pas. Et justement, ce genre d'étude est très important même avant de se lancer parce que ça vous donne des chiffres, ça vous donne un intérêt plus concret. On a reçu aussi justement toute une étude comparative de ce qui existe déjà, ce qui est spécial et propose de la valeur dans notre cas. Et en tout cas, ça nous a permis justement d'avoir au moins toute une première base de données pour le prospecting et qui nous connaissent déjà. Justement, ils savent ce que nous faisons. Et justement, le moment qu'on a déjà notre MVP, que sera lancé cette année, l'idée, c'est de leur laisser l'utiliser pour écouter leur retour, justement. En tout cas, l'idée, c'est de, bon, mon idée de toute l'équipe, c'était d'avoir la liste déjà de prospects avant de la lancer parce que justement, pour le prospecting, justement, ça prend trop de temps, c'est cher parce que spécialement dans la santé, tout est cher par rapport au marquage CE, par rapport à temps des médecins. Si vous voulez avoir une interview pour un entretien, pour même une étude de réceptivité, vous allez pas être répondu toutes les fois. Il faut envoyer 5 fois le mail. Et justement, tout c'est du temps et de l'argent. Et justement, plus en amont on a déjà les prospects, au moins pour les tester, ils sont d'accord, ça sera plus facile pour l'avenir. Et c'est qu'on essaye déjà de le faire, même si on est en train de développer aussi. C'est peu à peu d'augmenter cette base de données justement de potentiels utilisateurs. De mon côté, on est en pleine prospection commerciale. Et donc, du coup, ce qu'on a fait au départ, c'est qu'on a identifié tous les potentiels clients qu'on avait déjà dans notre réseau. Et on était plus dans une démarche de découverte, de comprendre comment, est-ce qu'ils avaient des vrais besoins, parce qu'on ne savait pas du tout, comme je vous disais, le modèle économique, on l'a cherché pendant longtemps. Et ce qu'on a, au début, on était sur le patient payeur, sauf que c'est assez compliqué dans la thématique de la santé en France avec les remboursements. Donc, du coup, on était en train de chercher d'autres moyens de financer le projet. Et donc, on a établi une liste parmi ce qu'on avait autour, échangé avec les personnes. Et en fait, on a établi des super relations avec plein d'acteurs qu'on ne connaissait pas, et notamment via LinkedIn. Hein, on a contacté les personnes. Et au final, aujourd'hui, ce qui est trop chouette, c'est qu'on a des potentiels clients avec qui on a échangé, qui nous ont aidés à co-construire le projet dès le départ et qui, du coup, aujourd'hui, sont prêts à participer financièrement. Donc, voilà, au tout départ, n'hésitez pas, je pense, à contacter des personnes un peu de manière naïve pour juste se renseigner, avoir plus d'informations et ça débouche, en tout cas chez nous, ça a débouché sur du client. Merci beaucoup. Peut-être pour rebondir sur ce qu'a dit Andrés, puis faire le lien avec une question, est-ce que, alors, je ne sais pas si dans vos solutions vous avez tout ça, mais la question de l'homologation du marquage, j'imagine quels sont ces marquages CE, le marquage tout ça, est-ce que ça, c'est des questions qui sont, on pose la question, voilà, est-ce qu'il faut inclure tout de base, on sait que ça coûte cher, est-ce que c'est des questions qui font peur au début ou qui vont se poser naturellement à un moment? À quel moment on arrive à se poser? Est-ce que c'est trop tôt de se le poser au début? Ça arrivera quand ça arrivera? Comment vous gérez ces questions? On entend de se dire là, à quel moment c'est le bon moment, selon vous, ou ça l'a été en tout cas pour chacun de vous, parce que c'est peut-être différent selon les projets. Dans Ouais, mon le marquage CE, c'est plutôt pour les dispositifs médicaux, ou alors pour les médicaments, on va avoir plutôt ce qu'on appelle des essais cliniques ou des validations cliniques, hein, suivant les cas. Donc ça, bien sûr, ça va être des étapes qui sont extrêmement coûteuses, forcément, et qui vont constituer
presque le premier poste de dépense, hein, qui sont externes à la gestion de la future entreprise. Donc ça, forcément, va falloir le budgétiser, va falloir faire peut-être par exemple des levées de fonds ou trouver un approvisionnement financier en accord avec ça. Après, c'est fastidieux, mais c'est assez codifié. Il y a des accompagnements qui existent, du conseil qui existe, qui est fait pour. Moi, je pense que faut pas faut pas en avoir peur, mais c'est bien sûr, en effet, c'est une grosse étape à passer et c'est ce qui va différencier, c'est ce qui va créer en fait une forte barrière à l'entrée, hein, pour les produits de santé. Alors après, cette forte barrière, elle est difficile à franchir, mais elle vous protège aussi de la concurrence. Donc, c'est un mal pour un bien et c'est de toute manière les règles du jeu. Donc, ça, on peut pas trop y couper, hein, même, je veux dire, partout dans le monde, il y a des équivalences, hein, donc de toute façon, on ne pourra pas bien faire autrement. Et puis c'est aussi une manière de faire évoluer notre technologie. Par exemple, là, on sait très bien faire au laboratoire dans des tout petits volumes. Le but à terme, c'est d'arriver à produire des lots qui sont beaucoup plus importants pour aller vers une greffe d'abord chez la souris, chez le gros animal et après en clinique chez l'humain. Donc c'est pour ça aussi, ça se fait un peu dans la continuité et c'est tout ce qu'on entend par les plusieurs années et les plusieurs parfois millions d'euros qui sont dédiés à ça pour amener un produit sur le marché de la santé derrière. Oui, pour mon cas aussi, en fait, le marquage SEO, la réglementation, c'est très important de l'aborder dès le début, parce que si on ne considère pas justement une règle ou justement une spécificité pour un dispositif médical et que pendant le développement, on ne le respecte pas, on va perdre du temps du développement, on va perdre de l'argent plus tard. Et justement, comme dit Mathias aussi, d'être bien accompagné et surtout de ne pas avoir peur, parce que le moment qu'on regarde les temps de délai pour tout ce qui est la procédure, le dossier, l'approbation, et aussi encore, lorsqu'on regarde le coût qui prend justement pour tout ce qui est la réglementation, pour le marquage CE, selon le classement de dispositifs médicaux, il y a plein d'entrepreneurs qui vont quitter ou ils vont changer de catégorie justement très facilement. Et du coup, c'est ne pas avoir peur et de bien se renseigner au début. Et justement, c'est une des premières problématiques qu'il faut viser de toute façon. Parce que si on ne prend pas en compte la réglementation et le temps de délai, et tout ça va impacter financièrement et aussi le temps de développement. Et du coup, si on n'a pas fixé ça dès le début, tout meurt même avant de se lancer, justement. Et c'est très spécifique dans la santé, c'est pas dans tous les domaines entrepreneuriaux aussi. Et de mon côté, j'aurais pas trop de réponses sur les marquages, parce qu'on a fait le choix de s'affranchir d'être dispositif médical pour, pour des raisons de simplicité, de temps, de financier, enfin voilà. Du coup, on a de la chance de ne pas rentrer dans cette catégorie-là, qui, c'est sûr, fait peur. Mais après, comme disait Mathias, je suis totalement d'accord que c'est une barrière à l'entrée, que ça va permettre à d'autres de pas aller dessus, ou en tout cas d'avoir une avance sur le temps. Et puis ça montre aussi qu'on peut des fois, voilà, tout le monde n'est pas concerné par ces questions-là, quoi. Je veux juste rajouter un petit truc. C'est vrai que ça me fait un peu réagir parce que ça fait un peu écho avec ce que moi j'ai vécu un peu dans mon parcours de formation, hein, du coup à l'entrepreneuriat. Faut pas avoir non plus le domaine de la santé comme trop classique non plus. Dans le sens où c'est pas ça, ça fait les coûts de certification font pas partie des coûts de production en proprement parler. C'est un peu plus complexe que ça. Il y a des coûts de mise en place, c'est sûr. Mais je pense qu'il faut pas. Voilà, c'est un peu plus complexe que ça, je dirais. Faut peut-être sortir un peu des paradigmes très classiques de l'entrepreneuriat. Quand on parle de santé, c'est des go-to-market qui sont plus longs, mais après, c'est des investisseurs qui sont un peu dédiés à ça, puisqu'on sait que derrière, il y a des gros retours sur investissement. Donc voilà, bref, c'est quand même un domaine un petit peu particulier. Faut pas essayer à tout prix d'y caler des modèles préconçus un peu trop généralistes, je pense. Peut-être une question justement aussi en lien avec la thématique un peu du jour, sur l'inclusion, comment vous avez travaillé pour vous rendre votre solution plus accessible à tous? Parce que ça, c'est aussi un enjeu dans le cadre des projets en santé, quoi.
Moi, au départ, on voulait, on dit qu'il faut aller chercher des fois des niches de personnes et j'ai refusé d'aller cibler qu'une petite partie de la population parce que je pense que l'accès aux soins concerne du coup tout le monde et tout le monde devrait avoir un moyen de simplifier son accès aux soins d'urgence. Et du coup, c'est plutôt dans l'ouverture et dans la mise à disposition à tous qu'on a travaillé et rendre avec une plateforme, du coup, vu que c'est une solution numérique, rendre la plateforme facilement accessible, très intuitive et avec différents langages pour les personnes qui ne pourraient pas, avec des images pour les personnes qui ont un peu plus du mal sur la lecture, etc. Oui, pour mon cas, pour tout ce qui est inclusion à la santé, avec la solution Protomia, en fait, ce qu'on fait très concrètement, c'est de automatiser la reconstruction du corps dans le numérique. Et justement, cette automatisation permet de remplacer 80% des étapes manuelles qui se font pour produire des prothèses esthétiques en silicone pour gens d'amputés, des formations, accidents de vie. Et justement, l'utilisation du logiciel permet de gagner du temps, ce qui permet justement de réduire les coûts de production et d'accès à la santé. Bien évidemment qu'en France, on a la spécificité d'avoir l'assurance maladie qui justement rembourse ce genre de prothèses, etc. Mais justement, ce n'est pas le cas dans la grande majorité des pays au monde. Et justement, c'est ça l'objectif de déployer cette solution au monde entier, made in France, bien évidemment, et du coup de réduire tout ce qui est la production et conception de solutions sur mesure pour les patients, en fait. Et justement, tout ce qui est l'automatisation va réduire le coût et donner plus accès à la santé de dispositifs spécifiques à leurs besoins à tous les patients. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que étant issu de voilà d'un environnement plutôt français, on a une histoire aussi avec la santé, c'est ces valeurs aussi d'égalité, d'accès un peu voilà équitable. Et je pense que ça rentre dans le cadre d'un terme qui est peut-être un peu galvaudé, mais qui sont les valeurs d'entreprise quand même, qui je pense sont importantes. Et ça, c'est pour ça qu'il faut essayer de faire rentrer des gens qui viennent avec vous sur votre projet, qui sont assez en accord avec ça. Mais par exemple, nous, dans notre cas très précis, hein, pour parler un peu de notre projet, il existe tout un tas d'autres groupes sanguins que ceux du ABO et Rhésus habituel, et c'est des gens qui ont beaucoup de mal à se faire transfuser. Donc c'est pour ça qu'on voulait en priorité essayer d'aller vers ces gens-là pour qui il y a vraiment une urgence et une dépendance. Mais ça, après, c'est aussi répondre à un besoin qui est peut-être plus important. Donc faut voir ça, sont des valeurs qui peuvent être assez généralistes, on va dire, mais qui en tout cas trouvent écho assez rapidement dans des impasses thérapeutiques. Eh ben, merci en tout cas. Une autre question je vais la poser dans les deux sens. La question c'est, est-ce que vous avez eu des moments de doute dans lesquels vous imaginez que vous avez peut-être abandonné votre projet et donc comment vous avez géré ça? Puis après, je vous poserai peut-être la question positive à l'inverse. Quel a été le moment de fierté dans les deux cas? C'est-à-dire voilà, le moment de doute, comment vous traversez, puis à la fois quel est aujourd'hui un moment de fierté que vous pouvez nous partager sur ce que vous avez fait, quoi. Pour mon cas, je pense que tout le monde a, entre guillemets, doute, mais honnêtement, jusqu'à présent, j'ai pas eu le désir d'arrêter ou de changer de projet. Je pense que peut-être ça viendra avec du temps. Je pense que tout entrepreneur passera cette étape-là. Mais c'est vrai que c'est aussi très mental. Moi, je pense que c'est tous les entrepreneurs ont des doutes ou de se poser la question de si ça va marcher ou pas, ou si ça va aller justement comme je pense, ou justement parce qu'on sait que des obstacles vont venir et ils vont agrandir justement plus en avance. Mais en tout cas, là, pour le moment, j'ai pas eu de, de doute pour changer, de recommencer et de me lancer à autre chose. Et pour la fierté, Andrés? Ah, bah, j'ai vu que tout le monde attendait un peu, mais Non, non, vas-y. la fierté, moi je dirais, on a gagné plusieurs concours. Un qui était interne des écoles centrales en fin de 2023. Aussi, bon, je vais mentionner une troisième fois tout ce qui est l'accompagnement de maturation de l'INRIA Startup Studio, justement qui finance deux ingénieurs pour le projet et qui t'accompagne tout le côté développement pendant un an. Et du coup, c'était aussi très important, c'est très sélectif, lié à la recherche, innovation. Et du coup, moi, je dirais que ce sont ces deux grands points dans lesquels je dirais que c'est très important aussi pour le projet et l'avenir.
D'accord. Eh ben, moi, je te rejoins tout à fait là-dessus. Je pense que le doute, c'est un peu tout le temps, hein. Je pense que c'est très sain finalement de se remettre en question régulièrement. Après, le meilleur antidote au doute pour moi, c'est de se confronter, c'est de confronter ces doutes-là en fait. C'est d'en parler avec d'autres personnes, d'avoir un peu un retour sur ce qu'on pense, de challenger toujours justement nos intuitions. Et finalement, comme ça, on se rend compte que des fois elles sont fondées, et puis la plupart du temps, on se rend compte qu'il y a des solutions, qu'il faut repenser les choses un peu différemment, et du coup, c'est assez bénéfique. Après, justement, en parlant, en faisant des dossiers, bah, des fois, il y en a qui marchent bien et on se retrouve à gagner des prix. Et en effet, ça fait plaisir. Ça nous permet d'être poussé un peu sur le devant de la scène, mais ça veut surtout dire qu'en fait, on n'est pas forcément en train de se tromper, quoi. On est sur la bonne voie et ça, c'est toujours assez rassurant parce que faut voir aussi que souvent, on est un peu les premiers à essayer de faire ça de cette méthode, hein. C'est avec cette méthode. Donc, oui, oui, c'est sûr, on se sent des fois un peu perdu, mais c'est normal, hein. Ça fait partie de tout Tout à l'attrait fait, de la tout chose, à je pense. fait. Le plus on avance, plus je me rends compte que c'est normal, tout le monde se sent comme ça. Personne, au moins la première fois, personne ne sait ce qu'il fait et justement, Mm. les réponses viennent au fur et à mesure, quoi. Puis ce serait trop facile si s'il n'y avait pas des moments de doute. Moi, j'ai envie de commencer par les fiertés, parce que c'est plutôt du coup un côté positif, je pense, qui aide, comme tu parlais, Andrés, du mental pour entreprendre. Et du coup, ce moment de fierté, en fait, c'est à chaque fois que je parle de mon projet et que je vois l'intérêt, que ce soit chez des patients, chez des professionnels de santé ou autres, et où je me dis, bah, c'est trop cool, genre, il y a vraiment un problème et il y a vraiment quelque chose à faire. Et ça, je suis hyper fière, du coup, de travailler sur un projet à impact. Bien sûr, les concours, c'est sûr que ça aide surtout à se remettre un petit coup de positif et de motivation pour continuer. Et bon, pour parler des doutes, du coup, je pense qu'il ouais, faut en parler autour de nous, déconstruire un peu ses propres limites qu'on peut avoir. Et en fait, quand on est des entrepreneurs, bah, trouver des solutions quand on a un doute, soit aller faire quelque chose qui va nous permettre de changer un peu d'air et si on sent que c'est qu'on n'en peut plus, ou alors, ou si c'est vraiment un doute sur une question en particulier, bah, en parler autour, se renseigner, parce qu'il y a des solutions de partout. Et après, j'en profite pour parler que moi, au niveau des doutes, c'est plus d'un point de vue financier que des fois ça a pu. Et en fait, ça va un peu répondre à la question d'Apolline juste après. Mais en gros, bah, moi, de mon côté, je suis pas partie avec une enveloppe pour monter le projet. Donc du coup, j'ai dû travailler pour mettre de côté et pouvoir financer le projet. Et ce qui fait qu'en fait, ça a créé des moments de pause dans le projet, vu que j'ai commencé il y a plus de 3 ans maintenant l'idéation. Et du coup, bah, c'est ces moments un peu de doute, se dire, OK, juste d'être tranquille dans sa tête d'un point de vue perso, ça aide aussi beaucoup pour entreprendre et pouvoir avancer. Et donc, du coup, sur la question comment on est rémunéré, moi, du coup, j'ai une activité où je donne des cours, où je fais du conseil, où je fais de la prospection commerciale pour d'autres incubés de mon incubateur, où j'ai été facilitatrice, en bref, plein de missions à côté pour avoir un revenu sur mon auto-entreprise. Et parce qu'aujourd'hui, du coup, Hugomed ne paye pas, me paye pas encore, en tout cas. Donc, voilà, pour ma part. Bah, moi, pour la rémunération, là, du coup, encore en doctorat, donc je travaille vraiment qu'à 50% sur le projet. Mais après, je vais travailler en étant au chômage, voilà. Parce qu'il y a ce vieil adage qui dit que la plus grosse aide de l'État, c'est Pôle emploi, hein. Mais bon, après, tant que c'est pour créer tout un projet, derrière, il faut aussi relativiser, que ça marche ou que ça marche pas. On dope quand même son employabilité et pourquoi pas après derrière sa carrière future. Donc, c'est aussi un calcul. Mais c'est clair qu'à court terme, c'est pas la carrière qu'il faut pour faire fortune. Mm. Mais C'est vrai. non, c'est plus dans une optique de création. C'est vraiment du long terme, hein, je pense. Mais voilà. En tout cas, moi, c'est D'accord vrai. avec toi. Où mon employeur a été France Travail et c'est sûr que ça aide beaucoup. Mais pour ça, il faut quand même avoir un peu travaillé avant, ou en tout cas soit par de l'alternance, soit par des CDD, CDI. Mais c'est important de s'y préparer un petit peu quand on est encore étudiant, ouais, c'est sûr. Oui, après, c'est vrai, pour finir la boucle, je pense que tout entrepreneur va passer par le chômage pendant le développement, c'est normal. C'est un prix à payer en amont. Et pour mon cas aussi, en fait, comme on a commencé le programme d'INRIA, on est financé moi et une autre personne pendant un an pour le développement.
Du coup, j'ai cette source pour le moment. Et avant, j'étais techniquement étudiant. Et du coup, j'ai pris aussi ce temps pour développer le projet, etc. Tout ce qui, justement, te donne accès à toutes les aides d'étudiantes partout en France. Et aussi, pendant ce temps, comme j'avais temps libre, entre guillemets, j'ai appris aussi à faire du trading en crypto. Peut-être vous allez rigoler, mais en fait, il faut être créatif quand on est entrepreneur. De toute façon, comme ingénieur, on est bon, juste passionné par les ordinateurs, l'innovation, et du coup, de toute façon, le business qui n'a pas de blockchain dans notre solution, dans leur savoir-faire, il va disparaître d'ici à 20 ans. Et du coup, il faut regarder ce côté-là. Moi, j'ai commencé à regarder pas pour le trading, mais pour l'innovation de ce côté-là. C'est comme ça que je suis rentré dans le domaine. Mais en tout cas, là, c'est comme ça que j'ai survécu pendant un an, pendant que j'étais étudiant, en fait. Merci à vous. On arrive au bout du temps, donc on va prendre le temps de conclure un peu. Mais juste avant de vous demander votre pépite, ce que vous allez partager un peu pour conclure, on voulait juste vous faire un- un petit point donc, aux participants. Donc voilà, vous avez beaucoup parlé de pépites, donc on est un des acteurs, il y en a plein d'autres. Mais si vous voulez un jour être accompagné dans votre projet, n'hésitez pas. Il y a des pépites partout en France, y compris dans les Outre-mer. Donc rapprochez-vous d'un pépite, quel que soit votre projet, votre âge, votre projet. On sera là pour vous aider, que vous soyez étudiant ou jeune diplômé. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et on voulait vous demander de contribuer à notre enquête voilà, sur ce que vous avez pensé de ce webinaire, parce qu'on essaie justement de faire connaître et d'animer. Et c'est hyper important pour nous d'avoir un peu vos retours. Donc n'hésitez vraiment pas à prendre un peu de temps. Je mets le screen avant qu'on passe à la conclusion avec nos trois intervenants. Mais si vous pouvez nous donner 2 minutes, voilà, nous, ça le fera beaucoup et ça nous permettra de faire encore des meilleurs webinaires la fois prochaine et de vraiment répondre aux choses que vous auriez aimé avoir encore plus et faire le point. Et justement, voilà, et puis voilà, justement, pour conclure, last but not least, euh, chacun d'entre vous, on vous a demandé de partager une pépite du moment, une actu, un peu quelque chose qui en est votre projet. Donc, je vous laisse la parole pour les cadeaux, on va dire, à la communauté. Qui souhaite commencer? Mathias, Andrés, Clara. Je peux y aller si vous voulez. J'ai deux pépites à partager. La première, je pense que d'un entrepreneur qui personnellement m'inspire, du coup, le fondateur de Doctolib, enfin la personne qui gère Doctolib, Stan, qui a fait un podcast récemment qui dure à 2 heures, je crois, sur un peu sa vie, comment il en est arrivé là. Et je trouve que quand on entreprend dans la santé, et en tout cas, bon, c'est vrai que ça se rapproche un peu de mes problématiques, mais j'ai trouvé ça hyper inspirant. Donc, je vous recommande d'aller voir ce podcast. Et sinon, pour les autres points, bah, c'est aller suivre Hugomed sur les réseaux, donc que ce soit sur Instagram, Hugomed France ou sur LinkedIn. Donc UGOMED, c'est assez simple. Et du coup, là, on est en train de commencer toute la visibilité, les réseaux sociaux, la com. Donc, on a aussi besoin de votre force. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Ouais, moi je pourrais aussi recommander, peut-être vous les connaissez déjà, ils sont très grands, des influenceurs très grands pour tout ce qui est entrepreneuriat. Un, c'est Alex Hormozy, peut-être vous avez entendu parler de lui. Il publie tout gratuitement en ligne en YouTube, dans les réseaux sociaux, des conseils pour l'entrepreneuriat, financement, psychologie, etc. Et une autre aussi, il a un très bon livre de Simon Squibb. Et c'est aussi lui, il est en Angleterre. Du coup, aussi, il aide publiquement YouTube, etc., les entrepreneurs. Il les aide à les financer et aussi à se lancer. Et du coup, tout est gratuit en YouTube. Vous pouvez regarder aussi le podcast. Moi, je pense que vous pouvez simplement chercher son prénom, Simon Squibb. C'est celui qui est en Angleterre. Et l'autre aux États-Unis s'appelle Alex Hormozy avec H. Ouais. Il est assez grand, il a je ne sais pas combien de millions de followers. Mais en tout cas, là, je le conseille, son contenu il est très bon. Il a aussi des longues vidéos avec un contenu très riche, en fait. Et du coup, je vous le conseille fortement. Moi, j'ai moins de culture entrepreneuriale que vous deux. Je sais pas. Je sais que je suis passé par un organisme de formation qui organise des rencontres. Alors, c'est plus entrepreneurial, peut-être pas forcément dédié à la santé, mais qui, moi, m'a bien aidé, qui m'a permis d'avoir accès à des mentors, à une mentor qui est vraiment tip top. C'est le MoveG, qui s'adresse du coup aux jeunes qui cherchent à être entrepreneurs.
Donc, ils ont tout un programme d'accompagnement, d'un peu de concours, mais rentrer là-dedans, c'est vraiment faire des rencontres avec un peu les entrepreneurs de sa ville. Ça fait très annonce, mais non, non, mais en vrai, ça permet comme ça de pouvoir discuter avec des gens qui ont un peu les mêmes problématiques et puis surtout d'avoir un accompagnement de type mentorat. Et ça, c'est quelque chose que je trouve super. Voilà, super. Merci Adrien. Bah oui, quand même. Écoutez, merci à vous en tout cas d'avoir pris le temps. Merci à tous les participants qui sont venus. Pour voilà, vous donner la suite, nous aussi, alors notre mission aussi, on vous a parlé plein de dispositifs et autres. La mission des pépites, c'est de nous mettre en relation avec tous ces dispositifs dont on vous a parlé, les incubateurs et tout ça. Le MoveJ, on travaille avec eux. On travaille avec plein de réseaux, donc on a un peu un portail, donc n'hésitez pas si vous jamais, voilà, il y a des choses qui vous ont dit, ou même si vous voulez entrer en contact avec notre réseau, même si vous venez pas chez nous, on sera ravis de vous aider à les mettre en lien. Et donc vous avez voilà, la carte à la fin pour avec où trouver votre pépite. Et on est assez joignable et libre. Donc merci en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. On vous invite à participer également au prochain, donc qui aura lieu dans un mois. Anaïs va vous mettre le lien et peut-être vous donner les informations. Anaïs, je te laisse peut-être reprendre la main. Et, Oui, du coup, je l'ai mis dans le chat. Vous avez le prochain webinaire, le 19 février à 18h. Ce sera vraiment sous le même format. C'est sur les sujets de l'économie circulaire et locale. Donc, pareil, vous aurez les animateurs et les intervenants qui seront là, qui sont donc 3 intervenants qui travaillent et qui entreprennent de l'économie circulaire et locale. Et donc, il vous reste un mois. Je vous ai mis le lien d'inscription dans le chat. écoutez, merci à tous en tout cas. Anaïs, Andrés et Mathias, c'était super chouette. Et aux participants aussi. Merci à toutes et tous. Merci beaucoup, merci tout le monde. C'était très riche aussi. Enchanté de vous connaître tous aussi. Et vous avez compris l'astuce, hein, followez sur LinkedIn et n'hésitez pas à les contacter. Ils vous répondront. Avec plaisir, Merci, ouais. N'hésite En pas. plaisir, oui. Tout à fait. Merci. merci à tous, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.